Mais le meilleur moyen de pas polluer, c'est de tirer une balle. Si j'ai le choix, je vais toujours faire le choix du végétarien. Et vraiment, la chaussure qui pollue pas, c'est la chaussure que t'achètes pas. J'estime que j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour me prendre des branlées. Je suis pas que sportif, je suis un citoyen avant tout. Salut, aujourd'hui je rencontre Antoine Charvolin, un athlète de haut niveau qui travaille et qui court pour la marque suisse On. Je me suis donc rendu à Zurich pour lui poser quelques questions sur son travail, son sport et son rapport à l'environnement. Mais quoi de mieux qu'un petit footing pour commencer cet entretien? Merci Antoine de nous accueillir. Merci de l'invitation. Donc toi tu fais essentiellement de la course à pied, du trail plus précisément, mais à la toute base tu faisais surtout du ski de fond. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec le sport? Ouais, carrément, j'ai toujours été un fan de nature d'abord, tu vois, le sport avant la compétition, ça a toujours été aller dehors et profiter des montagnes. J'ai commencé la compétition avec le ski de fond et l'été il n'y a pas de neige donc il faut qu'on s'occupe. On allait souvent faire des grandes courses en montagne pour faire la caisse pour l'hiver et de fil en aiguille tu mets un dossard l'été sur un trail. C'est avéré que j'étais bien meilleur en trail qu'en ski, du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change de sport et en 2-3 ans j'ai fait un switch et aujourd'hui même si je continue à faire un peu de ski l'hiver, je suis 100% focus en compète sur le trail. J'ai vu que tu faisais aussi 2-3 petites sorties à vélo, des fois tu traverses la Suisse pendant la nuit. Tu peux nous raconter ce genre d'histoire? Avant d'être en entraînement, c'est surtout que j'ai pas de voiture, donc il faut se débrouiller. Non, autant allier l'utile à l'agréable. Et c'est vrai que quand je rentre en France, ça m'est arrivé 2-3 fois de le faire à vélo. Tu repousses aussi un peu tes limites. Et à côté de ça, c'est un super entraînement pour l'ultra aussi. Donc, Ok, bien sûr. Trop bien, ça fait une super transition parce que du coup, on va discuter un peu quand même de ce que tu fais également en termes d'environnement, que ce soit dans ton travail ou même toi plus personnellement. Donc pour ça, si ça te va, on va retourner dans tes bureaux et on va discuter un peu plus calmement. Trop bien. Bon Antoine, merci de nous accueillir chez On, chez toi. Dans les locaux à Zurich. Là, on a fait un petit échauffement, mais pour expliquer un peu à celles et ceux qui vont nous écouter, au-delà de celles qui vont nous voir, est-ce que tu peux dire qui tu es et ce que tu fais un peu dans la vie, que ce soit au travail, mais aussi un peu en dehors? Ouais, tu m'as contacté aussi pour la double casquette un peu. C'est vrai que je cours en tant qu'athlète trail pour On depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et j'ai fini mes études il y a 3 ans. Je cherche du boulot et j'ai un background d'ingénieur et j'avais pas trop envie de faire un boulot d'ingénieur. Du coup, j'étais plus attiré par conception de produits et encore plus si ça pouvait être pour mon sport. Donc, je me suis dit que j'avais déjà des connexions donc, avec cette marque et que c'est vachement excitant de pouvoir travailler sur les produits que tu cours. J'ai candidaté à pas mal de postes chez On. Et j'ai été recruté en tant que testing spécialiste pour donc le matos outdoor. Tu me poseras après des questions peut-être plus en détail sur ce qu'est ce métier. Et du coup, ça fait maintenant 3 ans que je bosse à Zurich en tant qu'employé, donc en plus de l'activité de coureur que j'ai à côté, en tant qu'employé sur les produits trail, donc en testing, donc qui fait partie du développement de produits. C'est un des 5 membres de l'équipe de création de produits. Et voilà. Et donc là, tu as expliqué un peu, tu avais une relation avec la marque parce qu'ils te soutiennent, toi, dans ton projet sportif depuis combien de temps à peu près? Depuis les débuts en trail, en fait, comme on disait tout à l'heure en courant, moi j'ai commencé par le ski de fond et je suis arrivé assez tard à la course à pied, d'abord pour l'entraînement pour le ski et puis de fil en aiguille, une compète par-ci, un dossard par-là et il s'avérait que j'avais des bons résultats en trail, donc cette marque m'a contacté pour rejoindre l'équipe trail, donc ça a vraiment été mon sponsor des premières heures. Et, des bons résultats, c'est quoi à peu près parce que... Alors à l'époque c'était des courses jeunes. Donc ça s'appelait le Young Trail Challenge. Ouais. Donc c'était le marathon du Mont Blanc, l'UTMB, la Maxi Race et le Tour des Aiguilles Rouges. Donc 4 courses en France dans les Alpes. Ouais.
qui proposait en fait un format jeune de 15 km, environ 1h30 avec du dénive, et qui était vraiment réservé aux moins de 23 ans. Et du coup, j'ai gagné ce challenge. Et à l'époque, On était vraiment à ses débuts en trail, donc voulait aussi, j'imagine, je suis pas à la place de la dame qui s'occupait du marketing à l'époque, mais j'imagine qu'ils ont voulu aussi construire une équipe de jeunes pour investir sur l'avenir. Et du coup, voilà. Ok. Et donc, d'abord sur cours, en tant que jeune, après 2017, du coup, tu dis? Donc, j'ai commencé en 2017 à 2019, c'était ces courtes. Ensuite, 2020, 2021, 2022, j'ai fait du 30-50, donc le marathon du Mont Blanc, l'OCC. Donc des courses format entre 3 et 5 heures maxi. Et depuis l'an dernier, donc 2023-2024, j'ai passé le cap de plus de 100 bornes qui est l'entrée à l'ultra, donc parce que j'avais fait ce que je voulais faire sur les 40-50. J'ai estimé que à moins de... T'avais fait le tour un peu? Ouais, j'avais fait le tour dans le sens où je peux continuer, je me serais amusé encore des dizaines d'années, mais j'estime que les résultats que j'ai faits, je peux pas faire vraiment mieux. Ouais. Et il y a un côté à continuer 10 ans à faire les mêmes courses pour les mêmes résultats. Ouais. Je trouve que c'est aussi intéressant de changer de format. Il y a un peu un recommencement, tu recommences depuis le début, tu as cette excitation de la découverte, tu te prends des claques, et tu réapprends ton corps réagit différemment à la distance, et du coup c'est vachement excitant d'avoir tous ces différents formats, et j'imagine que dans 3-4 ans, peut-être que j'estimerai que je gère le format 100 kg et que je passerai sur 100 miles. Ouais. Ok. Et donc, alors si je dis pas de bêtises, c'était top 20 sur le marathon du Mont Blanc. J'ai même fait top 10 sur le marathon du Mont Blanc. C'est pour ça que je dis que je pourrais pas faire mieux. Non, c'est des courses avec une grosse densité. Ouais. Et franchement, le podium, c'est un autre monde aujourd'hui, j'en suis conscient. Et j'estime que top 10, déjà, j'étais aux anges, je pouvais mourir tranquille. Donc c'est pour ça que j'y retourne pas. Et ensuite, tu avais fait 8e sur l'OCC? Exactement, ouais. La même année, tout ça? Très bien renseigné. Ouais. L'année d'avant. L'année d'avant sur l'OCC. Ok. Et en 2021, le top 10 sur Marathon du Mont Blanc. Ouais. Ok. Et donc, en 2023-2024, tu passes sur plus long. Tu prends une première claque, du coup, sur la CCC l'an dernier. L'an dernier, ouais. Avant ça, j'avais fait le 90 du Mont Blanc qui s'était un peu mieux passé. Mais où j'avais quand même pris un bon coup de bambou au 60e. Je finis 5e du marathon du Mont Blanc, donc j'avais réussi à me rémobiliser. Pas mal. La CCC qui a suivi, donc 2 mois après, pour le coup, j'ai pas réussi à me remobiliser. Et vraiment, j'ai eu une traversée de l'enfer de 3 heures où j'étais... je me suis dit, je vais finir à l'hôpital. Okay. Mais j'ai quand même franchi la ligne, et puis tu apprends en fait de ces échecs. Et du coup, cette année, 2024, j'ai réussi à franchir la ligne, plus satisfait du résultat. Donc 13e cette année? Ouais, 13e cette année avec une bonne gestion de course à peu près. Meilleure gestion de course, ouais. Et puis je suis surtout content de ne pas avoir abandonné en fait, parce que la première partie on peut penser de l'extérieur que c'était une gestion vraiment en contrôle, que je ne me suis pas affolé. La vérité, c'est juste que j'étais dans le mal au début en fait, donc j'étais loin dans le classement, et pas que en contrôle, du 30e au 50e, vraiment il y a eu un bon trou noir. Mais je pense que j'étais pas le seul, il faisait super chaud, et puis ça a explosé dans tous les sens. J'ai peut-être fait une petite erreur d'hydratation en sortant d'un ravito à vouloir gagner 10 secondes, et du coup j'ai manqué d'eau. Du coup j'étais vraiment dans le mal. Je me suis dit qu'on avait prévu de gérer, d'être intelligent, et que j'étais déjà dans le même état que j'étais au 80e l'année d'avant, mais que c'était seulement au 30e. Donc il y a eu un gros coup dur mentalement, mais je suis content de ne pas avoir abandonné. J'ai revu mon assistance à Champé au 50e, vraiment remobilisé. J'ai vu que c'était pour tout le monde pareil, j'étais pas le seul à en chier. Et après, si je suis content, c'est parce que la deuxième partie a vraiment été... comme un rêve, parce que c'est
pas agréable, 100 kills, mais vraiment des super sensations. Puis de regrappiller tous ceux qui sont encore pires que toi, c'est moche, mais ça fait plaisir. donc ouais, de bien finir comme ça. Et puis au final, le fait d'avoir été lent, ça m'a permis de ne pas casser trop de fibres musculaires aussi, je pense, sur la première partie, et d'avoir une certaine fraîcheur. Ok. Et juste avant ça, je pense qu'il y a aussi peut-être pas mal de gens qui t'ont découvert sur la Saint-Élion. Ouais, c'est vrai. Parce que tu avais fait deuxième. Tu as un certain Thomas Cardin quand même. C'est vrai. Donc ça, c'est quand même une sacrée course avec une grosse renommée. C'est clair que je la réalise pas tant, la renommée de la Saint-Élion, en fait, parce que moi, c'est pas les courses qui m'ont fait venir au trail, en fait. Je me considère plus comme montagnard, c'est plus ce que j'aime dans le trail. Mais en fait, la Saint-Élion, elle a ce côté vraiment magique de relier les routards qui considèrent faire un trail de l'extrême et les trailers qui considèrent un peu faire une course sur route. Mais du coup, il y a vraiment une visibilité et un niveau qui est gros, en fait. Et aussi, j'oublie souvent de la mentionner, à Saint-Élion, parce que c'est pas une course qui était prévue, en fait, au départ dans ma saison 2023. Et c'est vraiment fin d'année, juste j'étais là, en fait, je me sens mieux. Pourquoi pas. J'ai envie d'en rajouter une et pourquoi pas. Et du coup, ouais, super course avec Thomas Cardin pendant quasi tout du long. Vraiment une course d'entente, on s'est pas tiré d'écran de chasse, on s'est aidé l'un l'autre. Lui, il m'a vraiment attendu 1 heure à la fin. Enfin, attendu, j'imagine qu'il apprécie aussi la compagnie pour se tirer. Et puis, il y avait du monde derrière qui revenait, il y avait Baptiste Chassagne et tout. Donc, mais il m'a pas mis des balles alors qu'il aurait pu clairement me lâcher avant. Et ouais, il me lâche à 10 kills de l'arrivée, mais c'était main dans la main, quoi. Et du coup, super souvenir de cette course. Je pense pas que j'y retournerai parce que je pense qu'on a été chanceux avec la météo l'an dernier, mais c'est quand même pas une course où tu y vas pour le plaisir. Ouais. Mais ouais, deuxième sur la Saint-Élion l'an dernier, effectivement. Ok, donc bon, là, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent sur cette année, 7 ans de pratique. Attends, peut-être que je re-signe pour une Saint-Élion. Mais voilà, c'est un peu ma question. C'est quoi la suite, quoi? Est-ce que tu as envie d'aller toujours plus loin, sur de toujours plus longues distances? Ouais, comme je te disais, je pense qu'une fois que j'estimerai que j'aurai fait ce que j'ai à faire sur le format 100 kills, moi, clairement, j'ai envie de faire du time un jour et de faire des 160. Mais je ne veux pas crier d'étape et aujourd'hui je ne gère pas le format 100 kills déjà, donc j'ai envie de prendre le temps. Mais ouais, un jour l'UTMB, idéalement dans 2-3 ans. Et là aujourd'hui j'estime que ma saison 2024 elle est finie. Me connaissant, peut-être qu'il y en aura encore 2-3 pour le plaisir, mais pas de gros trucs. Et l'année prochaine, j'aimerais bien te dire un calendrier de course, mais je l'ai pas encore. Je pense que j'aurai aussi plus de temps pour le sport à consacrer l'an prochain. Ouais. Donc peut-être plus de courses. J'ai pas envie de refaire les mêmes courses que tous les ans. Mais ça sera encore basé autour entre 80 et 120 kg, quoi. Ok. Ça marche. Merci du coup pour cette première partie sur le sport. Donc ça, c'est une de tes nombreuses casquettes, mais l'autre casquette, du coup, c'est aussi de travailler chez On. Testing des produits, donc tu fais partie du développement de tous les produits, spécialement sur les chaussures, toi. Ouais, moi je suis vraiment en footwear, on est séparés, footwear, apparel, c'est des personnes différentes, mais footwear. Ok, et donc depuis combien de temps tu fais ça et en fait, qu'est-ce que c'est précisément? Du coup, c'est mon premier job, donc quand je suis sorti de mes études il y a 3 ans, donc ça fait bien 3 ans que je fais ça. Et testing, donc c'est un des 5 membres de l'équipe de product creation. Donc on va avoir un product manager qui chapeaute un peu le modèle de la chaussure dans son ensemble, donc qui va voir les consommateurs, etc. Après, le designer qui va avoir vachement les premiers sketchs, les idées de concept, mais ça reste abstrait. Ensuite, un expert des matériaux, les mèches, etc., qui va sourcer les différents mèches qui vont fitter le brief de la chaussure au mieux. Et le développeur qui va travailler donc avec nos usines, qui ne sont pas nos usines, mais les usines avec lesquelles on travaille, pour transformer donc les concepts
du designer avec les matériaux du matériel expert dans une chaussure concrète qui tient sur la table et qu'on peut courir. Et ensuite, il y a le testing, donc, qui est la 5e. Et nous, notre rôle, c'est un peu d'anticiper le consommateur, donc avec une pool de testeurs qu'on a, et de mettre la chaussure en fait, à l'épreuve avant la sortie pour souligner tous les défauts de la chaussure et aussi ce qui va bien, mais juste de la situer par rapport au brief de la chaussure pour savoir si on a atteint la cible ou si il faut encore travailler dessus, et donc de surligner les points à améliorer pour le prochain round de sample, de prototype. Okay. Et donc, en fait, c'est des itérations comme ça. L'équipe derrière va retravailler sur les points qu'on a soulignés à améliorer. On reçoit des samples, on les reteste, etc., jusqu'à que la chaussure soit suffisamment prête pour rencontrer les consommateurs finaux et être mise sur le marché. Ok. Et donc ça prend à peu près combien de temps? Enfin là, les projets sur lesquels tu travailles, toi, ils sortiront quand? Et combien de temps il vous faut pour les développer? Je ne sais pas si j'ai le droit de parler, on vérifiera en termes de confidentialité. Mais là, on est en train de kick-off les projets de 2027. Ouais. Dans tout le footwear, ce n'est pas spécifique à On, mais on est entre 1 an et demi, 2 ans et demi de lead time entre le début de la conception du produit à la mise sur le marché, avec une première année de conception vraiment. Au bout de cette année, la chaussure elle est prête, mais il faut encore la produire, donc il y a une deuxième année de production, puis il y a aussi des économies d'échelle, etc. Entre faire un gâteau et faire 100 000 gâteaux, tu fais un peu plus attention des fois. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 ans vraiment entre la mise sur le marché de la chaussure et la première idée. Ok. Et donc, un des sujets au sein de On, mais plus généralement, c'est quand même la durabilité des matériaux. Donc, toi, comment est-ce que ça se concrétise? Comment est-ce que tu fais pour que les chaussures durent plus longtemps dans une démarche du coup, de réduction des déchets que vous produisez? Exactement. Et puis, plus globalement, comment est-ce que On s'engage un peu d'une certaine manière à essayer de réduire à la fois ses émissions et aussi ses déchets, quoi. Ouais, c'est sûr qu'On, ça a toujours été quelque chose pour laquelle l'entreprise pas s'engage, mais est vraiment soucieuse. Maintenant, on fait des chaussures, donc forcément, il y a une pollution, mais il y a vraiment une volonté de faire au minimum et de réduire ces coûts environnementaux. Moi, personnellement, je ne parle pas pour l'entreprise, mais je trouve que le meilleur moyen de réduire l'impact environnemental d'une chaussure, c'est qu'elle dure longtemps. Si tu fais 2000 km avec ta chaussure plutôt que 200, tu achètes 10 fois moins de chaussures, donc tu en produis 10 fois moins. Et c'est là-dedans que je me retrouve en tant que moi, l'environnement a une vraie valeur. Et des fois, forcément, tu te dis, je travaille pour une entreprise footwear je travaille pas pour Greenpeace. Mais c'est vraiment là-dedans que je me retrouve, où je me dis que je travaille pour améliorer la durabilité des produits. Mon travail va éviter de lancer une chaussure où le mesh, par exemple, n'a jamais été testé. Et on se rend compte, une fois qu'on a produit 1 million de paires, que le mesh n'est pas assez solide et que ça casse au bout de 100 km. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver chez On, parce que toutes les chaussures en amont du marché ont été testées et approuvées par les testeurs. Ok. Et donc, comment ça se concrétise, toi, assez précisément, en fait, dans ton travail, sur quel levier tu travailles pour réduire justement l'usure des chaussures assez spécifiquement, je ne sais pas, sur des coutures, sur la semelle, est-ce que c'est des... Ouais, chaque partie de la chaussure peut avoir un défaut, donc en fait on envoie vraiment la chaussure complète aux coureurs qui vont simuler un cycle de vie complet de la chaussure en juste la portant X mois en fonction du modèle et de notre volonté. Ça peut varier, mais donc ils vont courir dedans et vraiment toutes les semaines ils nous envoient des photos de la chaussure, et même à la fin de la période de test ils nous la renvoient, et nous donc, on peut vraiment analyser
ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu, ce qu'il faut changer ou ce qui est bien. Mais que ça soit au point de vue de la semelle, le rubber, les collages entre les différentes parties, le matériau du upper, les linings qui sont à l'intérieur. Vraiment, tout est lié en fait dans la chaussure. T'as pas, un problème va pouvoir venir du matériau de base, mais aussi de la construction de la chaussure, les potentielles frictions qu'il y a dedans. Mais comme dans toute industrie, pour les voitures, c'est la même chose. Ok. Et donc, c'est une cohorte de combien de personnes à peu près là, qui testent vos chaussures? Bon, on a une équipe, je dirais bien, ça grandit autant que l'entreprise, hein, parce que plus on développe de modèles, plus on a besoin de personnes qui courent dedans. Mais je dirais qu'on a presque 1000 personnes qui testent pour nous, peut-être 600 000 personnes. Donc toi, tu dois gérer... Ouais, je gère pas tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, on est plusieurs, on est 10 dans l'équipe maintenant, et chacun a sa spécialité. Il y en a un qui s'occupe du tennis, un qui s'occupe de la route, un qui s'occupe du training. Moi, je m'occupe du trail, donc. Ouais. Et pareil, les testeurs ont chacun leur spécialité. Il y en a qui, c'est des randonneurs, il y en a, c'est des tennisman, il y en a, c'est des trailers. Et on ne va pas spécifier, il n'y a pas de requête de niveau. Moi, je trouve que c'est vachement important d'avoir un pool qui est varié pour, quand tu as une chaussure de course, tu vas l'envoyer à tes coureurs, tu sais que c'est des compétiteurs et tout. Quand tu as une chaussure plus pour un coureur loisir, tu vas l'envoyer à tes coureurs qui sont plus loisirs. Et c'est vachement important parce que si tu envoies la chaussure loisir au mec qui est un acharné et qui veut aller vite, il va dire elle est super nulle. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on veut, une chaussure qui soit vachement confortable, peut-être très inclusive. Et à l'inverse, si on envoie la chaussure qui est ultra dynamique pour aller vite au coureur loisir, au final, elle n'est pas faite pour lui. Et ça se trouve, il va se blesser parce qu'il n'y a aucun amorti. La chaussure, elle est faite pour aller vite aux dépens du confort. Tu ne peux jamais avoir tout dans une chaussure. Ok. Donc là, c'est intéressant. On a vu un peu ton aspect sportif aussi dans ton travail. Comment est-ce que toi, tu arrives du coup d'un point de vue un peu perso à gérer à la fois les deux? Est-ce que tu fais pas un peu de l'overdose de course à pied des fois, de sport, en plus, parler de basket? Je fais des vidéos derrière sur mes jours de congé. Donc, ça prend toute ta vie. Est-ce que tu arrives à garder du coup un peu un équilibre? Non, c'est sûr que c'est toujours le danger quand tu fais un travail passion. Que ça prend toute ta vie. Maintenant, aujourd'hui, j'y prends quand même vachement plus plaisir que de bosser pour faire des frigos ou des avions. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout un problème pour moi. Et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à être pratiquant moi-même de course à pied. Dans l'équipe, on est nombreux à faire du trail. Et dans l'équipe qui font les chaussures de route, ils sont nombreux à faire de la route, etc. Je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là. Et après, comment je m'organise, moi, au terme de l'entraînement, etc., c'est vraiment de l'organisation. Et ça fait longtemps que je fais ça. Quand je faisais mes études d'ingénieur à l'INP, où on a fait la même école, j'avais un statut où je pouvais un peu aménager mon emploi du temps, déplacer les cours pour pouvoir me libérer des demi-journées. Vraiment, c'est de l'optimisation du temps. Et je travaille à 80% aussi depuis 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose aussi où l'entreprise a été super... où il n'y a eu aucun problème pour ça. Ils ont tout de suite compris le projet. Et d'avoir... donc j'ai 3 jours au final où je full focus sur l'entraînement, où je peux mettre des gros volumes spécifiques au trail. Et après, le reste du temps, ça va être un peu plus des séances courtes pour remettre un peu du dynamique et aussi rentabiliser les 2 heures que j'ai par jour. Au final, donc je fais un 8h, 18h. Donc soit je vais m'entraîner entre midi et 2 sur la limate qu'on a vu tout à l'heure, soit je vais m'entraîner un peu le matin et puis plus l'après-midi à la fin du boulot où je vais mettre des séances d'intensité. Donc tu vas pas faire 3 heures si tu mets des intensités. Donc au final, je m'en sors bien comme ça avec, je dirais, 3 séances de qualité
pendant la semaine, une journée de repos et puis 3 séances de vraiment juste volume pendant mes jours off. Ok. Donc ça, pour qu'on se rende compte là sur la prépa, sur la CCC, ça te faisait à peu près combien d'heures d'entraînement dans la semaine? Ouais, ça varie pas mal. Sur le bloc CCC, j'étais entre 20 et 30 heures. Ouais, et pas mal focus sur la course à pied. Je suis à 800-900 heures d'entraînement à l'année. Il faut faire juste le calcul, mais je pense que ça varie entre... Je descends quand même rarement en dessous des 12 heures, Ouais. mais je pense que ça doit être entre 15 et 20 heures par semaine en moyenne d'entraînement. Si tu divises par 7, ça fait 2-3 heures. Par jour, tous les jours, toute l'année, quoi. Ouais, maintenant, il faut voir aussi que ces 15 heures, entre le week-end, tu fais 2 sorties longues à 6 heures, Ouais, bien elles sûr. sont là, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah du coup, là, je pense qu'on peut un peu clore cette partie sur travail et sport. Et il y a du coup un dernier sujet qui nous tient tous les deux à cœur, c'est celui de l'environnement. C'est celui que je traite, moi, principalement sur ma chaîne YouTube. Alors nous, pour replacer un peu dans son contexte, on s'est rencontrés dans une école d'ingénieurs. Enfin, on a fait la même école d'ingénieurs sur l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc c'est quand même un sujet qui nous était cher tous les deux séparément. Toi, comment est-ce que tu t'es sensibilisé à la question environnementale et comment aujourd'hui tu continues de te renseigner un peu sur cet enjeu-là? Ouais. Vraiment, de par la pratique que j'ai des sports outdoor, je pense que tout trailer est vraiment sensible au milieu dans lequel il s'entraîne et apprécie en fait sa pratique. Donc moi, vraiment, de par ça, je pense que j'ai toujours été sensible à ça sans le savoir. Et après, par toutes les études, effectivement, où tu vois les impacts du développement humain et de la production sur l'environnement, il y a forcément des connexions qui se font et tu te dis que si on veut prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, il faut changer les choses. Je pense que la prise de conscience s'est faite au lycée par là. Et après aussi le milieu social dans lequel tu vis joue beaucoup. Ma famille, mes frères et sœurs, enfin mes sœurs, j'ai pas de frères. Peux-tu penser à tes frères qui n'existent pas? Non, mais ma famille, mes parents, mes sœurs sont vachement aussi impliqués. Ouais. Et puis après, comme je disais, le milieu social, c'est toujours plus facile d'être écolo quand il y a pas de problème que quand il faut remplir le frigo. Donc là-dessus, je pense que j'étais au bon endroit et ça fait depuis 3-4 ans que j'essaye que ma pratique sportive et que mes choix du quotidien en tant que citoyen n'affectent pas trop, parce que de par la société, forcément tu vas avoir un impact, mais j'essaye de faire des choix qui affectent le moins l'environnement possible. Tu as parlé de l'entourage social, de ton éducation, tout ça. Aujourd'hui, dans le monde du sport, et en particulier chez On, il y a aussi la présence de certaines figures. Je pense évidemment du coup à Xavier Thévenard qui a été quand même assez en avance quand même sur les questions environnementales. Est-ce que toi, la proximité avec des personnalités comme lui, ça aide, tu vois, à avoir des inspirations et ça te fait croire que justement ce que tu fais un peu au quotidien, tes engagements, ont du sens? Donc je pense que c'est Xavier qui a ouvert un peu les portes à ces discussions dans le trail, parce qu'il y a d'autres sports où elles sont là depuis longtemps, mais dans le team On, en tout cas, on est nombreux dans l'équipe de trail à avoir la même philosophie là-dessus. Il y a Simon Gosselin aussi, qui fait vachement gaffe et qui est aussi acteur, dans le sens où on se dit que c'est peut-être aussi là où on peut jouer. On ne va jamais être parfait en tant qu'humain et spécialement en tant que sportif, parce qu'on pourra en parler après, mais je pense que le sport en compétition est par nature néfaste à l'environnement. Mais on se dit que peut-être ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, c'est aussi la communication, de par l'image qu'on a et être en fait vecteur juste de communication et de montrer aux gens qu'on peut s'entraîner et faire des compètes et s'amuser et avoir une chouette vie tout en ayant un impact minime. Donc moi c'est ce que je me dis. Maintenant on n'arrivera jamais à être parfait aussi, et je pense qu'il ne faut pas vouloir être parfait pour en parler.
faut pas aussi non plus oublier de vivre pour protéger la planète. Je le dis souvent, mais le meilleur moyen de pas polluer, c'est de se tirer une balle. C'est sûr que tu pollues pas, il faut vraiment pas tomber là-dedans parce que c'est pas une solution et en ayant une vie juste raisonnée, enfin il y a tellement d'actes simples à faire qui améliorent énorme. Bah ouais, est-ce que tu as justement des exemples, toi? Moi, à travers la chaîne que j'ai, c'est vraiment d'essayer de partager ces pratiques-là. Ouais. Donc toi, je sais que tu as refusé déjà d'aller participer à certaines courses. En tant que trailer, En tant que trailer Donc ouais, en tant que trailer, les façons vraiment simples, je pense, moi, les axes sur lesquels j'essaye de jouer, ça va être le transport, l'alimentation et la consommation de biens matériaux. J'essaye de garder ces 3 axes d'abord parce que c'est ceux, en faisant les calculs, où j'ai vu que c'était vraiment prépondérant par rapport à d'autres trucs. Et vraiment, je me dis que tant que ceux-là, ils sont pas impec, ça va servir à rien de sauver des petits millièmes si t'as pas fait le minimum avant. Et donc vraiment, ouais, le transport, pour moi, la principale chose à éviter, c'est l'avion, qui pollue bien plus que la voiture. Le rappel simple, c'est que un aller-retour aux États-Unis, c'est 2 tonnes de CO2. Ces 2 tonnes de CO2, ça devrait être notre production de CO2 à l'année, si on veut rester, juste pas diminuer le réchauffement climatique, mais juste rester. Ce qui veut dire que si tu fais un aller-retour à New York pendant une semaine, le reste de l'année, juste tu fais plus rien, tu manges pas, tu bouges plus. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi l'aviation déjà c'est un truc vraiment à éviter. Comme tu le disais, il y a des courses qui me faisaient très envie, auxquelles on m'a proposé de participer et auxquelles j'ai refusé l'invitation aux États-Unis. Ouais. Pareil, c'était le circuit du Golden. Mais pour autant, je dis pas qu'il faut s'interdire d'aller aux États-Unis pour faire une course, du tout. Mais faut que ça soit dans un process raisonné, réfléchi vraiment, pas faire l'aller-retour dans une semaine. Moi, peut-être qu'un jour, j'irai courir la Drogue ou la Western, je sais pas. Mais si je le fais, je resterai 6 mois derrière aux États-Unis, si ce n'est plus. J'en profiterai vraiment pour que ça soit une expérience valide sur le long terme, qui m'enrichisse pas seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'humain, et essayer de la rentabiliser au maximum en étant conscient que vraiment ce trajet va avoir un coût et un impact énorme, et que du coup, il faut en profiter au maximum. Donc ça, c'est pour le déplacement. Par ailleurs, après, j'ai pas de voiture, je fais tout en train. C'est pas que pour l'écologie, mais ça aussi. C'est suffisamment rare pour être souligné quand même. Ça veut dire que toi, avec ta pratique sportive, alors bon, tu vis à Zurich, donc t'es pas très loin des le réseau ferroviaire suisse aide beaucoup, je dis. Ouais, bien sûr, mais tu vois, ça fait partie aussi des politiques de développement. Si toi, en tant qu'athlète, tu dis, j'arrive à participer à des grandes courses et j'arrive à aller m'entraîner parce qu'il y a le train qui me le permet. Ouais. Derrière, les politiques publiques peuvent s'aligner avec ce truc-là. Même en dehors de l'aspect environnemental, personnellement, j'y trouve vraiment mon compte en tant qu'athlète, dans le sens où c'est beaucoup moins fatigant que de prendre la voiture. Je finis mon entraînement, je mange au retour dans le train, ça optimise la récup. Tu perds pas du temps. Je fais pas ça pour ça, bien sûr, mais je perds pas du tout du temps en allant m'entraîner en train. Encore une fois, c'est grâce au réseau ferroviaire suisse. Je pourrais pas faire ça en France, mais ici, il y a des trains qui nous amènent directement en montagne. Donc, j'estime pas du tout, à aucun moment, que pendant les 3 dernières années, j'ai à aucun moment estimé que ne pas avoir de voiture a été un frein pour mon entraînement. Au contraire, même, tu peux faire des traversées d'un point à un autre, d'une gare à une gare, chose que tu peux pas faire avec une voiture. Non, il y a vraiment
énormément de choses à explorer. Donc ça, c'est pour le transport. On ne parle pas des trajets en vélo parce que je pense que la consommation de sandwich triangle et de glace, elle compense. Je fais pas ça pour être écologiquement rentable. Donc ça, c'est pour l'axe déplacement, le premier. Ensuite, sur l'alimentation, j'essaye de limiter au maximum la viande. Je me considère presque comme végétarien. Je vais pas dire que je suis végétarien parce que je suis pas strict et que ça m'arrive de manger un bout de viande si quelqu'un m'a préparé un plat là-dessus, ou que si sur un bout de pizza il y a un bout de jambon, je vais pas me brusquer pour. Mais si j'ai le choix, je vais toujours faire le choix du végétarien. Et c'est vraiment par conviction écologique plus qu'animal, même si je tuerais pas de lapin. Mais on dirait un peu que tu es un sadique quand tu es obligé de te justifier comme ça. Mais, okay. Non, mais c'est d'abord par considération environnementale. Ouais. Et simplement parce que pour faire 1 kilo de viande, il faut 10 kilos de soja. Et je préfère manger 10 fois 1 kilo de soja plutôt que le kilo de viande. Donc ça a 10 fois moins d'impact environnemental. Et on est nombreux à être végétariens et à se mettre les heures qu'on se met en tant qu'ultra-trailer. Tim Wamsley, il mange pas un bout de viande. Simon Gosselin, pareil, il est complètement végétarien. Kylian et sa famille sont végétariens. Je pense que c'est la preuve qu'il n'y a pas de souci là-dessus, même s'il faut être conscient qu'on a on a des besoins énergétiques bien plus importants que les 2000 kilocalories de Monsieur Tout-le-Monde, et qu'il faut pas prendre ça à la légère non plus, qu'il va avoir peut-être je crois que la vitamine B12 par exemple, faut faire gaffe, et qui se trouve que chez les animaux, les carences en fer aussi, et particulièrement pour les coureuses, où il y a des risques d'anémie. Mais la supplémentation en fer, c'est pas compliqué. Et moi, de mon côté, j'ai pas l'impression que à aucun moment je serais plus fort si je mangeais de la viande. Ouais. Même, j'ai envie de dire que en ayant une alimentation végétarienne, c'est vachement moins inflammatoire, sans faire d'être focus sur l'inflammation. Donc, j'ai envie de dire que même je suis pas diététicien, mais je pense que l'alimentation végétarienne est plus appropriée au sport d'endurance qu'on fait. Ouais, ok. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Plus évidemment les fruits et légumes de saison et compagnie, éviter les choses qui viennent de l'autre bout du monde, ouais. Parce que si on prend pas l'avion, ça fait chier de faire venir des fruits de l'autre bout du monde. Ah ouais, bon, on est dans l'épaisseur du trait, mais dans les faits, je pense que tu sais, mais les bilans carbone d'une tomate qui vient de... sont plus importants, je suis au courant. Mais bon, c'est vrai que dans les faits, si on veut aller au bout du processus, c'est quand même plus intéressant de manger des trucs locaux et de saison. Ouais. Le troisième axe va être la consommation de biens matériels, où effectivement tout ce qui est biens électroniques, on sait, a un impact environnemental très fort, mais aussi les biens comme les chaussures, en tant que coureur, si on reste sur le sport, tous les équipements sportifs, et en travaillant pour l'industrie footwear, j'en suis encore plus conscient. Donc ça va être essayer de prendre soin de son matos, ne pas le jeter s'il est cassé et aller à la machine à coudre le réparer. Les chaussures que j'estime ne pas avoir besoin, les donner à des copains. Et essayer de ne pas être dans la surconsommation. Maintenant, j'en suis conscient, en courant 4000 km par an, juste plus de chaussures que je le ferais normalement, et je suis pas non plus à vivre dans des chandails pour ne pas du tout consommer, mais disons que je vais pas acheter quelque chose que j'ai pas besoin, et j'essaye de faire attention là-dessus. Okay. Faut vraiment, aussi pour revenir sur l'aspect taf auparavant, même si on essaye de faire des produits qui sont moins pires, même si on essaye d'utiliser des matériaux recyclés et de faire de notre mieux, la chaussure produite, elle va toujours être une production de pollution. Ouais. Et vraiment, la chaussure qui pollue pas, c'est la chaussure que tu n'achètes pas. Donc,
ça revient sur le point que je disais que plus la chaussure va être durable, moins elle va avoir d'impact. Donc là-dessus, il ne faut pas non plus se dire que tu fais un acte écolo quand tu achètes un produit recyclé. Il va quand même polluer. Les gourdes en acier, pour qu'elles soient rentables, il faut l'utiliser toute l'année sans utiliser une seule bouteille de plastique. Ouais. Vraiment, moi, ma politique qui n'engage qu'à moi, qui est personnelle, là je parle pas du tout pour la compagnie et compagnie, mais ma politique, ça va vraiment être que le moins tu consommes, le moins tu pollues, et je pense vraiment qu'avant de penser à faire des produits éco-responsables, il faut d'abord penser à consommer moins, quoi. Ok, donc sobriété avant durabilité et recyclage, quoi. Mais c'est sûr que c'est un discours qu'on entend de plus en plus, mais ça fait du bien d'entendre aussi des athlètes qui ont quand même ton niveau, qui est vraiment hyper important, de dire ces choses-là et que vraiment ça n'a pas d'impact sur ta performance. Sur ma performance, non, aucun cas. Et justement, moi je trouve que ça c'est vraiment un point intéressant. Est-ce que tu peux peut-être détailler un peu sur tous ces efforts-là? Aujourd'hui, on dit ne pas prendre l'avion, c'est renoncer, ne plus manger de viande, c'est faire un bras d'honneur aux traditions françaises. Voilà. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as l'impression de souffrir, c'est un grand mot, mais de faire des efforts en fait pour ces petits gestes-là? Il y a des fois des sacrifices, mais plus du point de vue personnel. Tu vois, sur les vacances, les choses comme ça. En tant qu'athlète, j'estime à aucun moment avoir dû faire un sacrifice sur une compétition ou sur un moment j'aurais dû faire cette compétition pour faire une carrière, etc. Maintenant, c'est à mon niveau, mais aujourd'hui, j'estime que j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour me prendre des branlées par des coureurs plus forts. J'ai pas ce besoin de m'exporter pour rechercher la concurrence, parce que rien qu'avec les trailers européens, même français, aujourd'hui, je vais sur un championnat de France, je gagne pas haut la main, au contraire. Donc rien que sur un championnat de France, j'ai une compétitivité des autres coureurs qui est déjà énorme et qui me suffit en tant que sportif. Il y a d'autres sports où il y a vraiment ce besoin de se confronter aux meilleurs, et je sais pas, je pense peut-être au biathlon. Sans la Coupe du Monde, ça serait un peu compliqué. Mais moi aujourd'hui, j'estime que je peux être trailer de haut niveau sans m'exporter à l'étranger. Maintenant, il y a un côté un peu hypocrite à dire ça de ma part, parce que aussi, pour revenir sur l'UTMB, moi je suis content, je dis que j'y vais en train, c'est tout vert, tout bio et compagnie, mais je suis bien content de courir contre des Américains, des Japonais, et d'avoir cette telle densité. Ouais. Donc faut vraiment pas jeter la pierre à ces coureurs qui viennent aussi, parce que moi, de par juste de concourir à ça, je suis content d'avoir ce niveau et je participe rien qu'en prenant le départ de la compétition. J'ai envie de dire qu'il faudrait presque partager leur déplacement dans tous les coureurs, tu vois, et que si je suis content de courir contre eux, faut aussi que je l'accepte, et qu'il y a un côté hypocrite sur le sport de haut niveau, dans le sens où, par nature, le sport de haut niveau, la compétition, etc., est forcément vecteur de pollution. Et on n'a pas besoin de faire du sport de haut niveau pour vivre. C'est un loisir. Et donc c'est pour ça je dirais jamais que je vais sauver la planète en courant, parce que clairement, je suis conscient que cette pratique a un impact néfaste, mais je pense juste qu'on peut faire en sorte que cet impact soit acceptable complètement. Ok. Il y a d'autres sports comme moi je viens du ski de fond, je dis le ski de fond, mais où si tu enlèves cette Coupe du Monde, le vélo aussi, si tu enlèves les étapes internationales, enfin le Tour de France, si tu enlèves les équipes internationales de venir, tu perds énormément au sport. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'en trail, on peut avoir des compétitions qui sont super intéressantes en restant local. Je trouve que c'est aussi important en tant qu'élite de le montrer, et que comme ça, de par l'image qu'on
qu'on transmet. J'espère que tout le monde s'en rend compte et que la course locale et course à saucisson, comme on les appelle, va faire autant rêver le coureur amateur qu'une course à l'étranger, et que on peut redonner un peu de belles couleurs à ces courses-là pour les mettre en valeur. Et ça, justement, pour toutes les... Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu cette distinction entre les pros et les amateurs. Vous avez une communication... Je dis vous, je mets tout le monde dans le même paquet, alors que dans les faits, il y a des élites qui ont un impact plus important que d'autres, évidemment. Mais toi, à ton échelle, déjà, tu promeus sur tes réseaux que tu prends le train très souvent, tout ça. Et pour autant, il y en a qui disent, bon, bah, c'est dans le cadre de mon travail, donc je détache ce transport en avion de mon bilan carbone perso. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce truc-là? Bah, je n'attaquerai personne, hein. Mais je pense que moi, de ce que j'ai vu de mes sponsors et de la team Trail On, même les sponsors autres que j'ai jamais ressenti aucune obligation, même aucune pression ou incitement à aller concourir à l'étranger. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour les autres. Donc, je pense que c'est d'abord un vœu personnel de l'athlète d'aller concourir à l'étranger, et s'il n'a pas d'obligation à le faire. Maintenant, il y a des circuits où il faut aller faire des étapes un peu partout pour mettre des points, etc. Donc, le système peut, pour certains athlètes, inciter à aller à l'étranger. Maintenant, je pense que c'est d'abord un vœu de l'athlète d'aller découvrir cette expérience, et que je préfère que l'athlète le dise comme ça l'est, et je ne vais jamais lui interdire de prendre l'avion, bien sûr, et qu'il en profite aussi comme des vacances, et c'est super pour lui. Et si pour lui c'est quelque chose de très important, et qui fait ce choix-là, de toute façon on est tous libres. Pour moi, l'impact que ça aura est trop important pour que je prenne derrière plaisir à y aller. Donc c'est mon choix, et je le fais comme ça parce que c'est ma balance à moi, mais chacun a sa propre balance et fera les choix en accord avec ça. Mais je pense pas qu'il y ait aucune pression, en tout cas pour moi, heureusement il n'y a aucune pression là-dessus pour aller concourir à l'étranger. Ouais, justement ça c'est intéressant parce que tu dis dans ta balance, notamment sur tes réseaux, tu dis des fois tu prends plus de plaisir à aller concourir sur des petites courses à jambon pas très loin, qu'importe la place. Alors bon, il s'avère que des fois tu te retrouves à gagner du coup parce que la concurrence est moins rude, mais est-ce que selon toi c'est pas un peu aussi l'avenir du trail, de relocaliser et de se détacher un peu de la performance? C'est l'avenir que j'aimerais que ça prenne. C'est sûr que, et puis c'est aussi l'essence de notre sport. On parle pas d'un sport aujourd'hui qui vient d'un sport olympique ou d'un sport où il y a vraiment la nécessité de confrontation. Il y a des sports comme ça où on est sur la compétition. Je vois pas d'athlétisme sans confrontation à l'extérieur avec un autre coureur. Tu le fais pas tout seul. Je pense que le trail à la base, c'est vrai, surtout l'ultra, c'est vraiment par rapport à toi, et que on n'est pas sur des championnats du monde où on a besoin d'avoir cette densité, etc. Même si je l'apprécie aussi en tant qu'athlète, hein, mais l'essence du sport part de petites compétitions quand même, des défis plus basés sur l'environnement, la distance et le face à soi-même en fait. Donc je pense vraiment qu'on peut avoir des carrières d'athlètes et des courses super intéressantes en étant local. Moi je prends énormément de plaisir à aller faire des courses moins relevées et où je vais me mettre autant minable à l'arrivée, hein, mais c'est un autre plaisir. Tu vas aussi découvrir des coins super sympas que t'aurais pas découvert sans cette course locale. C'est une ambiance, c'est aussi pour ça que le début du trail qui a été comme ça, c'est peut-être aussi je viens
j'ai commencé comme ça, donc c'est ce qui m'a plu dans le sport. Peut-être que quelqu'un qui va venir plus de l'athlétisme ou d'un sport vraiment compétition et tout, il va avoir ce besoin de confrontation Ouais. et il l'aura aussi comme ça. Donc je disais aussi que c'est ce que moi j'aimerais qui se passe. Maintenant, je pense que le sport est en train de se professionnaliser de plus en plus et qu'on a beaucoup de circuits qui sont internationaux et qui font venir, qui regroupent des élites de tous les pays. Je crache pas dessus parce que j'aime aussi la compétition et que je trouve ça excitant. Je pense que faut quand même se poser la question mais au même titre que pour tous les sports, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on peut s'en passer? Mais c'est le paradoxe du sportif, quoi. Les JO, j'ai regardé plein d'épreuves, je kiffe ça, c'était trop chouette. Mais à côté de ça, je suis là, j'en ai pas besoin pour vivre, ça apporte rien. On a fait se déplacer plein de monde. Il y avait des transports dans tous les sens. On a construit des stades. C'est toujours cette balance et cet équilibre à trouver entre le plaisir de vivre qu'on a et l'impact sur la planète pour vivre plus longtemps. Ouais. Il y a une question, là, tu as évoqué justement le fait que le trail ne soit pas olympique. Je crois, sans trop m'avancer, que c'est quand même un des sports qui se développe le plus en Europe, c'est sûr, mais même au niveau international, le nombre de licenciés explose. Enfin, vous, de toute façon, en plus. On le voit dans l'entreprise, les ventes. C'est vraiment le sport, un sport à la mode et en pleine explosion. Avec le Covid, tout le monde s'y est mis. Et justement, pour 2032, il y a des discussions autour de Brisbane avec le trail qui deviendrait olympique. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu penses que ça va pas devenir... Moi, mon avis personnel, c'est qu'on n'en a clairement pas besoin et que c'est pas aussi l'essence de ce sport. C'est un sport olympique, pour moi, ça va être super télévisuel et même si l'UTMB était génial à suivre à la télé, je vois pas quelqu'un qui est pas pratiquant se farcir 24 heures de trail comme ça. On n'est pas sur un sport hyper impressionnant. Aussi, il faut que ça soit centralisé en faisant des boucles et dans tous les sens. Enfin, pour moi, c'est pas le trail auquel j'aspire. Ouais. Pour moi, il y a un aspect d'exploration, de faire une grande boucle. Il faut que ça ait un sens. Faire des allers-retours dans les escaliers de Montmartre à Paris, j'aurais pas vu ça cet été, quoi. Mais ça mettrait le trail dans une autre dimension que moi, c'est pas le sport que j'aime. Maintenant, c'est en discussion. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient contents et quand tireraient profit, et des athlètes aussi. Mais je pense qu'on perdrait un peu de l'essence du trail. Mais après, c'est des débats, c'est des débats sans bonne ou mauvaise réponse. Il y a eu les mêmes débats sur l'escalade, sur le ski alpinisme, où il y a des athlètes pour, des athlètes contre. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je prends position sur le fait que je suis clairement pas pour. Pour moi, le trail qui me fait rêver, c'est des monuments qui sont déjà en place, quoi. C'est l'UTMB, c'est des grands classiques. Et on n'a pas besoin, pour moi, d'une olympinisation. Ok, ça marche. Et à l'inverse, il y a quand même des choses, notamment sur le circuit français, qui se mettent en place de la part des organisations. Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été mises en place sur l'UTMB, mais moi j'ai entendu parler aussi des dossards qui étaient vendus en même temps que des billets de train pour le marathon du Mont-Blanc. Ça, c'était pour le marathon du Mont-Blanc, une super initiative en vrai. Aujourd'hui, c'est super dur d'avoir un dossard sur le marathon du Mont-Blanc, comme sur toutes les courses qui ont vraiment du succès. Je crois que j'avais fait le calcul avec des copains pour rigoler, mais il y a une chance sur 10, je crois, d'être pris à la loterie. Donc, les élites, ils ont des passe-droits en fonction des courses qu'ils ont faites, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, déjà avoir le dossard, c'est vraiment un truc cool et derrière qui va faire que tu respectes la course et tout. Du coup, le marathon du Mont-Blanc s'est servi de cette difficulté à avoir le dossard pour
pour inciter les gens à venir en train et à se déplacer derrière en train dans la vallée, en disant que la moitié des dossards serait réservée à des gens qui prennent le train. Imaginons qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui jouent le jeu, ça veut dire que si tu prends le train, tu as ton dossard, alors qu'avant tu avais une chance sur 10. Donc ce que je trouve un truc vraiment incitant, surtout qu'aujourd'hui, ça va être le principal facteur qui va faire que tu vas pas courir, ça va être d'avoir le dossard. On n'est pas sur des sports où ça va être le prix qui va être limité. Et je trouve que de s'être servi de ça pour inciter les gens à venir en train, c'est un super acte. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que, en particulier quand on parle d'écologie, on est souvent les relous à dire ce qui montre ce qui va pas bien, mais il y a aussi aujourd'hui des solutions. Ça, c'était quand même une innovation assez intéressante. Est-ce que toi, tu connais aussi d'autres exemples de remarques où tu t'es dit ah bah là l'organisation a vraiment bien géré sur des courses auxquelles tu participes? Est-ce qu'il y a des choses, que ce soit sur le transport, mais aussi sur la gestion des déchets, qui est quand même un gros sujet? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc qui soit porteur Eh ben, c'est toujours... l'organisation, elle va forcément polluer parce qu'elle organise un événement. Donc je pense qu'il ne faut pas demander à l'organisation d'être parfaite, quoi. Sinon, tu n'as pas de course et ça serait triste. Je trouve que vraiment, là où je me suis dit que l'orga était vraiment cool, c'est quand rien que l'eau finisher ou les trucs comme ça, ça va être de la bouffe locale ou un petit saucisson, enfin, moi je vais pas dire, non mais un fromage ou un truc qui se consomme et qui est pas du gâchis plutôt qu'un énième t-shirt ou bien dont t'as pas forcément besoin. Puis en plus, c'est vachement plus agréable à avoir. Moi, c'est vraiment les trucs comme ça qui font les différences. Et maintenant, après, sur l'impact de l'orga, je pense que plus t'es local, plus t'es un petit événement, moins t'as d'impact aussi parce que tu fais venir moins de monde. Je pense qu'une petite course locale, quand on n'a rien à cirer de l'écologie, elle sera toujours plus environnementalement bonne qu'une énorme organisation qui essaye de faire des trucs verts, quoi. Ok, ça marche. Merci. Je pense qu'on a quand même fait le tour de pas mal de questions. Moi, il y a aussi un truc qui m'intrigue. Quand on parle d'écologie, souvent, nous, on nous dit vous êtes relou, on va revenir à l'âge de pierre, tout ça. Et en vrai, c'est quand même un sujet qui peut facilement devenir assez anxiogène. Tu évoquais tout à l'heure le fait que toi-même, ton équilibre entre le plaisir que tu prends à aller sur une course versus le bilan carbone de ton déplacement ou de ton alimentation, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à gérer cette santé mentale, en fait, vis-à-vis de ces questions-là? On est nombreux à avoir un peu d'éco-anxiété. Ouais. Et là-dessus, je pense que c'est super important de faire ce sur quoi on est en accord à faire et de pas se forcer et de pas se flageoler parce qu'on ne fait pas les choses parfaitement. Et que moi, si je prends ces choix, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas polluer, c'est parce que j'ai juste envie d'être en accord et de pouvoir me regarder dans une glace. Et que aujourd'hui, je me force pas à ne pas aller faire un truc auquel je rêve et que c'est pas une souffrance en soi, c'est juste que je pèse le pour et le contre et que je suis là à me dire si j'y vais au final je vais pas kiffer parce que derrière je vais avoir ça va être en accord avec mes convictions à moi et que du coup je préfère ne pas le faire. Mais quelqu'un qui va avoir peut-être des convictions un peu moins poussées, sa balance elle sera ailleurs et je pense que c'est juste de faire les choses comme on entend et de faire ce qu'on a envie, quoi. Et que moi aujourd'hui c'est quelque chose qui m'importe, donc je prends plaisir à le faire dans une façon de parler. Enfin non, pas. Je reprends. Donc c'est quelque chose qui m'importe, donc je prends plaisir à le faire. Je me force pas pour le faire. Au même titre que l'entraînement en soi, je vais pas me forcer à l'entraînement pour la perf. En fait, j'aime l'entraînement. Et là, la même chose, je vais pas me forcer à ne pas prendre l'avion pour l'environnement. En fait, je vais pas le prendre parce que je kiffe prendre le train et d'avoir cette balance et de pouvoir me regarder dans la glace parce que je suis en accord avec mes convictions, quoi. Ok.
Bah, ça, c'est vrai que c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Et je pense que de plus en plus, les gens vont être sensibles, enfin, je l'espère quand même, vont être sensibles à la question environnementale. Et chez les jeunes en particulier, je pense quand même que la santé mentale, c'est un sujet qui est de plus en plus sensible. Toi, est-ce que tu as toujours été optimiste comme ça? Est-ce que tu as toujours été aussi lucide? Ou bah, il y a eu quand même des moments où tu t'es même posé la question de l'intérêt, la viabilité de ton sport? Est-ce que tu t'es déjà posé la question d'arrêter même la compétition pour ces raisons environnementales? Quand je faisais du ski un peu plus, parce que bah, y avait cette obligation, le sport aurait pu ne pas avoir de sens sans ça. Et puis en plus, le ski, il y avait un côté de... Bah, tu sens que c'est pas un sport d'avenir, quoi. Il y a 10 ans, c'était facile d'aller skier. Dans les dernières années, tu allais chercher la neige en altitude, tu faisais des tours de piste parce que tu avais seulement 1 kilomètre de damé. Et t'es là pour retrouver à faire, à t'entraîner. En fait, c'est plus le sport que t'aimes. Tu fais du ski roue à la place du ski. Et ouais, effectivement, là, il y avait des vrais questionnements. Et à la fin, bah, je me suis dit, si c'est ça aujourd'hui, si c'est ça le ski, moi, j'ai pas envie. Et au même titre, le ski de rando, les dernières saisons, des fois, je marchais plus que je skiais parce qu'il fallait aller chercher la neige. Et je me dis que si dans 2-3 ans, ça devient ça continue dans cette direction, faudra juste changer de sport. Ok. Mais avec le trail, j'ai jamais eu ces angoisses-là, et parce que je pense que c'est un sport qui est vraiment praticable facilement où on veut, et aujourd'hui on n'est pas impacté par des changements à court terme, donc tant mieux, et je pense que ouais, c'est important de le garder et d'essayer de conserver ça. Ok. Mais du coup, est-ce que plus largement, toi, tu estimes que le sport professionnel, le sport en compétition est viable en fait à long terme en fait? Parce que là, aujourd'hui, on parle de perspectives climatiques sur 2050, 2100, mais on arrive difficilement à se projeter, tu vois, dans ce monde-là. Est-ce que toi, tu acceptes, tu envisages, je sais pas si tu veux des enfants, tu vois, de te dire que bah, dans ce monde-là, ils pourront peut-être pas avoir la même pratique de haut niveau. que Je pense toi. que le sport de haut niveau est c'est le dernier des problèmes. Il y en aura d'autres avant, hein. Mais ça dépend où est-ce qu'on place le sport de haut niveau. Je pense que la compétition a complètement sa place à une échelle peut-être un peu plus locale, à voir ce que les années futures nous diront. Peut-être qu'il faudra prendre des mesures drastiques qu'interdisent les déplacements à l'étranger dans 100 ans, j'en sais rien. Et à ce moment-là, la question ne se posera pas. Mais je pense que ça ne viendra pas du sport de haut niveau, ça sera quelque chose de plus grand, et que le sport de haut niveau va juste être un reflet de la société. Donc clairement, je pense qu'on ne se posera pas la question quand la question elle arrivera. Est-ce que la question, elle n'est pas un peu déjà là, dans les faits? Est-ce que... Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Peut-être qu'à long terme, on n'aura plus le choix. Et je pense que, après, ça aussi, c'est mon avis sur l'écologie, mais je pense que tant qu'on aura le choix, aujourd'hui, le confort, il incite à... Enfin, c'est plus facile de racheter un truc que de le réparer. C'est plus facile d'aller passer des vacances loin et moins cher que de passer des vacances proches. Donc il y a ce confort, et tant qu'on aura le choix, je pense que la majorité des gens le feront pas. Donc c'est peut-être pas une image super positive, mais je pense que les choses changeront naturellement, et le jour où l'essence sera plus chère, et ben ça s'inversera et on reviendra à un truc plus local. Mais je pense que ça sera pas quelque chose qui sera drivé par l'envie d'être local, mais plus qui se fera naturellement parce que on pourra plus voyager aussi facilement, et du coup on fera plus local, et à ce moment-là le sport de haut niveau restera local, et il aura, j'espère, encore sa place, et a plein de bénéfices, hein. Il y aura, le sport fait moins de maladies qui ont aussi des coûts environnementaux, sociaux, et c'est un autre débat, mais je pense que c'est quelque chose à garder, et que c'est un chouette vecteur social aussi, et de reconnexion avec la nature qui... Voilà quoi. Ouais, c'est un peu la boucle, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est souvent, et j'ai fait un peu l'erreur du coup en te présentant, c'est de dire, est-ce que toi, du coup,
tu définis ta personne comme étant un sportif pro finalement. Est-ce que tu as l'impression que ta pratique, elle est viable à long terme? Alors c'est un peu redite avec ce qu'on vient de voir, mais est-ce que tout simplement toi tu te projettes encore et pendant longtemps dans cette pratique-là, ou alors à court ou même moyen terme, enfin à moyen ou voire même court terme, tu envisages de peut-être lever le pied sur cette pratique pour te rapprocher peut-être d'un mode de vie plus durable? Aujourd'hui clairement avec la pratique que j'ai et la façon dont je le fais, j'estime que je suis en accord avec mes convictions. Et moi, si je peux continuer comme ça jusqu'à 50 ans, je continue comme ça jusqu'à 50 ans parce que j'ai pas l'impression d'avoir un impact qui est négatif au-delà de ce que j'accepte. Donc là-dessus, non, je me projette loin. Ouais. Ok, trop bien. Et juste, ça me fait penser, mais donc tous ces ordres de grandeur, tu les as. Est-ce que tu as une idée de ton bilan carbone, tu vois, dans ta pratique sportive? Dans la pratique sportive, non. Évidemment, je l'ai calculé pour Ta vie juste en général, ma vie en général, parce que je suis pas que sportif, je suis un citoyen avant tout, et que c'est quelque chose qui était important pour moi, aussi pour savoir où quel levier activer. Donc c'est quelque chose que j'ai calculé sur 2-3 trucs, sur 2-3 calculateurs sur Internet pour pouvoir varier. J'étais entre 4 à 6 pour le plus grand. Et les principaux étaient ce que j'ai dit, le transport, l'alimentation et les biens matériels. Ça, c'était les leviers sur lesquels je pouvais activer. Maintenant, de base, on part avec, de par les productions de la société, on part déjà avec 1 ou 2 kilos. Donc, je me souviens avoir été surpris par ces 4-6 tonnes, de par le 2 tonnes qu'on devrait être. Mais en allant plus en profondeur, je m'étais rendu compte que personne, en étant européen dans le système qu'on a et la société qu'on a, personne ne pouvait atteindre aujourd'hui ces 2 tonnes parce qu'il y avait déjà les coûts de la société. Et donc voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Pour finir, peut-être, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs peut-être pour l'année 2025 ou qu'est-ce que tu te projettes de faire d'un point de vue professionnel aussi dans les quelques mois ou années à venir? On dit pas. Les objectifs, ça sera encore autour des 100 km. J'ai pas encore fait la saison, je suis un mauvais élève, mais il y a plein de courses, pas de souci que j'en trouverai des cools. Et professionnellement, je pense que l'année prochaine, je vais vraiment plus me focus sur le sport et laisser un peu de côté le côté pro. Donc les deux se joigneront juste dans les baskets. Et ça me permettra de développer un peu plus, peut-être passer des caps en termes de niveau, et puis aussi de profiter un peu de la vie, et pourquoi pas développer un peu plus la communication sur l'environnement et sur le côté comment on peut être athlète sans impact trop négatif. Ok. Justement, où est-ce qu'on peut retrouver un peu... Enfin, toi, tu es principalement sur Instagram. Ouais, aujourd'hui, comme je bosse quand même 35 heures par semaine, j'ai pas énormément... Enfin, la communication, c'est juste organique. Ce que je m'amuse, donc c'est juste Instagram, quoi, et Strava, les réseaux des sportifs, quoi. Mais j'ai pas de page YouTube ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça le deviendra. Mais sur Strava et Instagram, si vous voulez suivre les conneries. Ok, trop bien. Et merci. Il est 19h46, ça fait déjà 4h bientôt qu'on parle. Les Suisses, ils se couchent à 20h, donc si on veut aller manger, c'est vrai on va pas déranger le rythme suisse. Merci beaucoup pour cet entretien, on va pouvoir aller manger. Merci pour l'organisation aussi et l'accueil dans les locaux de On. Et puis voilà, on va te suivre un peu partout. Manger la pizzouille. Merci. Avec plaisir.
Good job. Et la tenue. Merci, hein. Ça fait plaisir d'avoir des conversations comme ça filmées. Bah, j'espère qu'on en fera quelque chose, ouais, c'est cool. Ouais, bah ouais, que ça peut inspirer des... Bah, gens, justement, mais ouais, c'est pour ça. des conversations qu'on a tout le temps avec les copains, Enfin, on est quand même... Je suis pas le seul à penser ça, on Ouais, est bien nombreux à le faire et on est aussi nombreux à pas se sentir légitime à parler ou juste à pas vouloir faire chier les copains, quoi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ouais, je pense que c'est important de faire ça aussi. Bah, avec plaisir, ouais. Ouais, carrément. C'est là, ouais. Ouais. Du coup, là, je vous invite à manger un bon gros burger bien saignant. Je rigole, petite pizza.